Bonsoir, bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau webinaire sur Bibouda consacré au sucre. Et donc ce soir, pour répondre à toutes les questions et connaître tous les plus secrets des sujets sur le sucre, un expert parmi nous, Denis Coester, le docteur Denis Coester. Bonsoir Denis. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous pour ce sujet un des nombreux sujets qui me tiennent à cœur. Tu vois, bonsoir de Suisse, super. Bonsoir d'Avignon, ah super, j'y vais cet été. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous voir si nombreux pour ce sujet ô combien important. Oui, vous êtes très nombreux à vous être inscrits ce soir pour ce webinaire consacré au sucre. N'hésitez pas, vous le savez, vous êtes habitués maintenant à nous dire d'où vous venez. On voyage un petit peu, on se téléporte en France pendant ce webinaire et voilà, c'est toujours agréable de voir. D'ailleurs, en France. Ah, du Québec. Christiane, bonsoir de la Suisse. Pascal du Québec, bonsoir à tous. Bon, c'est un vrai plaisir de vous retrouver à tous avec nous. Bonsoir Francine, Maria, Geneviève. Bon, bonsoir à tous. Donc voilà, n'hésitez pas, vous le savez, vous pouvez poser toutes vos questions sur le Q&A sur le côté. On répondra à toutes ces questions en fin de webinaire, en fin de dossier avec Denis. Donc ce soir, on aborde le sujet du sucre, vaste sujet. Donc tu l'as dit, c'est une de tes spécialités et on va voir qu'il y en a d'autres et qu'elles vont être complètement complémentaires avec le sujet de ce soir. Alors, je suis convaincue que toutes les personnes présentes ce soir, la grande majorité, te connaissent et tu es un habitué de Bibouda. Mais je le rappelle, tu es médecin, tu es anesthésiste, tu es diplômé en médecine anti-âge, en médecine de prévention, ainsi qu'en hypnothérapie médicale. Tu es également le créateur de l'Institut français de biohacking et tu as créé la première formation de biohacking en français que nous avons alors chez Vivo Vojo, l'autre plateforme. Mais voilà, on est très heureux de t'avoir avec nous et que tu puisses présenter cette formation de biohacking. Et on va reparler plus tard. Tu vas nous expliquer que le biohacking est complètement lié au sucre et que ça peut être aussi un accompagnement avec la méthode qu'on va aborder ce soir. Tout à fait. Bah, écoute, tout ça, effectivement, on l'explicitera plus à la fin pour rester vraiment là, dans un premier temps, focalisé sur le sucre d'une manière générale et tous les problèmes qui peuvent être amenés à cause du sucre. Effectivement, certainement qu'on parlera à la fin du biohacking, puisque dans le biohacking, l'idée, c'est donc de pirater notre biologie pour l'optimiser. Et on sait très bien, et c'est un thème qu'on va développer ce soir, on sait très bien que le sucre est un des freins qui nous empêche d'optimiser notre biologie. Donc effectivement, pour faire du biohacking, eh bien, dans un premier temps, il va falloir se débarrasser du sucre ou du moins savoir comment le réguler de différentes manières qu'on abordera, qui vont être des manières d'une simplicité évangélique comme ne pas manger tel ou tel sucre, ou éventuellement prendre des compléments alimentaires qu'on détaillera, voire éventuellement voir comment on peut faire une surveillance de la glycémie pour l'optimiser. Mais voilà, tout ça, c'est des choses que l'on va développer ce soir et surtout l'idée, comme j'aime bien répéter, c'est pas tant que je joue à mon prof de fac et que je vous débite voilà, si je suis pas au marché de la salade et je vais pas vous débiter mes salades. L'idée, c'est donc de faire quelque chose d'extrêmement interactif. Donc c'est pour ça que je vais vraiment être aux aguets des questions éventuellement qui vont arriver. Évidemment, il y a des questions qu'on a un peu préparées en fonction des retours qu'on a pu avoir des uns et des autres. Mais c'est vrai que c'est important pour moi aussi de pouvoir répondre aux questions directes des auditeurs. Donc, je suis ravi d'avoir le chat avec moi. Voilà. C'est formidable, l'interaction. Donc voilà, mettez-vous, soyez vraiment à l'aise de poser toutes les questions qui vous traversent l'esprit. On y répondra. Alors peut-être certaines au fur et à mesure qui arriveront, ou sinon on les globalisera à la fin, parce que peut-être que dans ton déroulé de présentation, tu répondras à certaines des questions. Exactement. Je complète parce que tu as autre chose, d'autres casquettes. Tu es un habitué des plateaux de télévision, des radios. Alors, on peut te retrouver régulièrement sur CNews ou Europe 1. Tu écris régulièrement pour la prestigieuse revue Forbes, magazine Forbes. Tout à fait. Très beau magazine. Et puis, tu as écrit également de nombreux livres dans de superbes maisons d'édition. On peut te retrouver chez Larousse, chez Albin Michel, dans une autre maison d'édition qui est réputée et spécialisée dans tout ce qui est livres médicaux, la sphère médicale, qui s'appelle Vigo Malouane. Et voilà, on peut retrouver tes livres comme Zéro sucre grâce à l'auto-hypnose, Les secrets d'une bonne immunité. Donc, on a bien compris que
le sucre est une de tes spécialités, mais que voilà, tu as plein d'autres outils dans ton sac, dans ta besace, qui seront complémentaires en accompagnement et en soutien du sujet qu'on va aborder ce soir. Tout à fait. En fait, effectivement, le sucre, c'est un sujet qui est passionnant. En fait, je suis tombé dessus un peu par hasard parce qu'on pourrait se dire, comment un anesthésiste a pu s'intéresser au sucre. Alors bon, pour la petite histoire, hein, histoire de la faire courte, en fait, dans ma pratique de l'hypnose, j'ai fait énormément d'arrêts de tabac. Et en fait, je me suis rendu compte, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais qu'en tout cas, une grande partie de l'addiction au tabac était due à l'addiction des sucres, qui sont des additifs sucrés qui sont dans la cigarette. Et donc, je me suis dit que finalement, parler d'arrêt de tabac sans prendre en considération l'addiction au sucre, ça pouvait être la cause de beaucoup d'échecs. Et c'est vrai que dans ma pratique, à partir du moment où je me suis intéressé au sucre et que j'ai géré aussi les addictions au sucre, je me suis rendu compte à quel point ça avait beaucoup amélioré mes prises en charge d'arrêt du tabac. Et je me suis rendu compte à quel point l'addiction au sucre était bien plus importante que je pouvais l'imaginer, bien plus dangereuse aussi que je pouvais l'imaginer. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai développé tout un concept, toute une prise en charge par rapport à l'addiction au sucre. Et d'abord, voilà, un peu tout seul dans mon cabinet, et puis en me basant évidemment sur les publications internationales et sur mes connaissances, et puis ensuite, voilà, en développant vraiment quelque chose qui puisse être relativement reproductible. C'est le but, de manière à pouvoir en faire bénéficier le plus grand nombre. Et cette méthode, du coup, dont on va aborder le fonctionnement et l'accompagnement ce soir, a déjà fait ses preuves. Donc, c'est vraiment basé, comme tu le disais à l'instant, sur l'expérimentation. Il y a déjà plus de 7000 personnes qui ont utilisé et pratiqué cette méthode. Donc, voilà. Et qui a réussi, qui a fonctionné. Donc, voilà, on va vous la partager, vous la repartager ce soir. Et donc, on comprend bien que on est avec un spécialiste esprit, corps. Dans sa globalité, vraiment, on est sur une manière holistique d'aborder le sujet et c'est ce qui fait ta force là ce soir et la force de cette méthode-là dans la réussite. Oui, tout à fait. Alors, ce que tu dis, c'est très important parce qu'en fait, effectivement, mon topic, d'ailleurs, c'est ce qui m'a conduit au biohacking, puisque le biohacking, c'est l'optimisation de l'esprit en optimisant le corps, l'optimisation du corps en optimisant l'esprit. Donc, vraiment, mon topic, c'est le corps-esprit. Et en fait, dans les addictions, et c'est le cas pour l'addiction au sucre, s'occuper que de l'esprit, ça ne suffit pas. S'occuper que du corps, ça ne suffit pas. Voilà, on pourrait très bien, par exemple, imaginer de faire une séance d'hypnose pour dégoûter la personne en disant, voilà, je te programme pour que toutes les fois où tu vas vouloir du sucre, ça te donne envie de vomir. Voilà, on peut faire de la programmation comme ça, ou alors on peut peut-être donner des compléments alimentaires qui permettraient d'être des aversifs, qui feraient en sorte que le goût sucré devienne écœurant. Donc, on pourrait faire des choses comme ça. Mais on sait très bien que tout ça, ça ne va pas durer longtemps. Que si on prend par contre le corps-esprit, là, on va pouvoir avoir quelque chose de pérenne et durable. Parce qu'en fait, finalement, il faut comprendre, alors je ne sais pas si déjà je peux me lancer dans les explications, tu me connais, si je commence à me lancer, je commence à raconter plein de trucs. Mais en fait, l'idée, c'est de comprendre que l'addiction au sucre, il y a plusieurs choses qu'on va détailler, mais il faut bien comprendre que en soi, c'est entre guillemets un symptôme. C'est-à-dire que, en fait, on a, quand on parle du corps-esprit, on a un esprit qui est lié au corps, d'accord? On a un esprit conscient, un esprit inconscient. Je ne vais pas encore détailler tout ça, mais en tout cas, quand on a une pensée, elle va se transformer en émotion. Une émotion va avoir une répercussion physique. Par exemple, si on a peur, on va devenir tout blanc. Si on est amoureux, on va avoir le cœur qui s'accélère, etc. Donc, chaque émotion va avoir une répercussion physique. Ensuite, quand on a une émotion qui a une répercussion physique, on va avoir un comportement. Ce comportement va avoir un résultat. Si le résultat se répète, ça va créer une habitude. Si l'habitude se renforce, ça va créer une croyance qui va influencer la personnalité, qui va influencer les pensées. Voilà. Donc, on est dans un espèce de cercle vicieux. Donc, il faut bien comprendre que l'addiction au sucre, le comportement vers une addiction au sucre, c'est un comportement, effectivement. C'est-à-dire que si on s'occupe que du comportement en tant que symptôme, on passe à côté de tout le reste, c'est-à-dire de prendre en considération l'émotion racine, la pensée racine, la croyance racine. Et c'est ça qui est vraiment très, très important. D'accord, bon, on va redétailler tout ça. On va détailler tout ça. Ouais, on va détailler tout ça, mais c'est vraiment déjà très important de voir le lien très intime en fait entre ces deux sphères physiologiques du corps et puis finalement de l'esprit, de la conscience. On va regarder ça. Si on devait présenter le sucre en quelques mots, déjà en quelques chiffres, on pourrait dire que le sucre, c'est une consommation qui a doublé en 30 ans, ce qui est assez incroyable, et qui est passé en 1850 d'1 kilo de sucre par personne par an à plus de 35 kilos, environ 35 kilos aujourd'hui, ce qui est absolument considérable.
Oui, tout à fait. En fait, le problème du sucre, en fait, c'est qu'il y a globalement deux types de sucre. Il y a le sucre qu'on maîtrise. Ça, Mm, c'est facile, hein, c'est je prends un yaourt, je mets du sucre ou pas. Ça, c'est le mm, sucre que je maîtrise. Il y a tous les sucres que je ne maîtrise pas. Le sucre que je ne maîtrise pas, c'est le sucre qui, par exemple, est dans les plats préparés. Quand on prend des conserves, eh bien, il y a du sucre dedans. Quand vous prenez même de la charcuterie, prenez du jambon sous cellophane, si vous regardez bien souvent sur l'étiquette, très souvent il y a des sucres dedans. Donc c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'il y a toute une quantité de sucre qui est rajoutée par l'industrie agroalimentaire. Pourquoi c'est rajouté par l'industrie agroalimentaire? Simplement parce que ça donne du goût, simplement parce qu'on sait très bien que le sucre appelle le sucre et que ça pousse à la consommation. Donc c'est un subterfuge de l'industrie agroalimentaire pour permettre aux consommateurs de consommer plus. Donc ce qui pose problème, c'est pas tant le sucre que je maîtrise, c'est le sucre que je ne maîtrise pas mm, qui pose vraiment problème. Et puis toutes les nourritures qu'on peut trouver industrielles sont toujours chargées de sucre. Si on prend des hamburgers. Hein, quand on prend un hamburger, on est capable de manger, je sais pas, 400 calories avec un hamburger. Et étonnamment, après, une heure après, on a encore faim, ce qui n'est pas logique. Après avoir consommé, je sais pas, 400, 500 calories, on ne devrait pas avoir faim. Le truc, c'est que ces hamburgers, ils sont constitués de pain blanc qui sont bourrés de sucre, de sauces qui sont bourrées de sucre et d'additifs qui sont bourrés de sucre. Donc forcément, on a du sucre caché et donc ça mm, donne des calories qui finalement ne nourrissent rien du tout. mm. Avec des lobbyistes autour du sucre extrêmement puissants. Tout à Donc, fait. difficile de se détacher aussi de ce sucre-là que tu expliques dans les différents produits industriels. Oui, c'est là où, en fait, il faut aussi faire un distinguo parce que mes enfants, ils se moquent de moi, ils me disent, attends, t'as écrit un bouquin sur les sirop de sucre et t'adores manger du chocolat. Ben oui, parce que en fait, il faut vraiment voir deux choses. Moi, j'aime bien un petit goût sucré. Ok, à la fin d'un repas, je me prends un demi-carré de chocolat. Je suis ravi, je suis super content. Et même si je fais ça tous les jours, c'est pas l'addiction. L'addiction, c'est en fait aller chercher, avoir une pulsion vers quelque chose que l'on ne peut pas maîtriser. Et moi, c'est pas pulsionnel, c'est juste j'ai envie. Et c'est pas la même chose, mettons, de prendre un carré de chocolat tous les jours que de regarder une série comme ça avec son pot de pâte à tartiner, de manger d'une manière compulsive. C'est pas non plus la même chose se dire oh là là, je m'ennuie, je vais manger de la pâte à tartiner, ou alors oh là là, je suis stressé, je vais manger un bonbon. Ça, on est vraiment dans quelque chose qui est je vais presque dire le mot pathologique. Hein. Effectivement, là, c'est pathologique. Là, c'est de l'addiction. Là, c'est un désordre mental. Mais juste aimer le sucre en soi, c'est pas un problème. Mhm. On va en parler. Tu vas nous expliquer. On peut commencer par la première question qui pourrait voir sur comment est-ce que le sucre agit sur notre corps. Et ça me permet de rebondir sur le commentaire de Nicole qui vient de nous écrire qu'il y a aussi du sucre dans les boîtes de lait poudre pour bébé. Donc, tu vas nous y expliquer comment le sucre agit sur le corps. Et il est vrai qu'il est présent dès la plus jeune enfance, en fait, dès les bébés, si on utilise du lait maternisé. Oui, tout à fait. En fait, il faut quand même se rappeler de quelque chose que nous avons tous vécu. Nous avons tous vécu un traumatisme monstrueux. En fait, avant la naissance, on est peinard. Hein. On est dans le ventre on est dans le ventre de maman. Alors, le ventre de maman, c'est génial parce qu'on n'a pas besoin de se nourrir, on est nourri par le cordon ombilical. On n'a pas besoin de respirer, on respire par le cordon ombilical. Il n'y a pas de lumière. Il fait nuit, on est peinard. On n'entend aucun bruit à part les battements du cœur de maman, donc c'est royal. Et puis à un moment, il se passe un truc effroyable. On reçoit des contractions qui nous écrabouillent dans tous les sens. On nous fiche dehors. Alors dehors, il fait froid. Il faut faire des efforts pour respirer. Il faut faire des efforts pour manger. Il y a de la lumière. Il y a des gens qu'on ne connaît pas. C'est très angoissant, là, comme tu le dis. Mais c'est horrible. Qu'est-ce qui se passe? Alors on hurle. Quand on hurle, c'est pas qu'on est triste, c'est juste qu'on s'exprime. On hurle. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en fait, rendez-vous compte qu'on hurle et que, alors qu'on n'a même pas une minute de vie, hein, on nous colle un truc dans la bouche. C'est le sein de maman, c'est une tétine, c'est un biberon, mais en fait, tout de suite à la naissance, on nous fait comprendre que quand on a une émotion, en l'occurrence c'est le stress de la naissance, on le calme en nous mettant un truc dans la bouche. Donc c'est immédiat en fait. Et on est tous passés par là. D'accord? Et ça, c'est un truc qui est absolument incroyable parce que c'est aussi c'est peut-être une des raisons nombreuses des compulsions alimentaires. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on nous apprend très tôt à gérer nos émotions avec quelque chose dans la bouche, on prend l'habitude de se dire, OK, j'ai une émotion, je mets un truc dans la bouche. Le problème, c'est que tant que j'ai le truc dans la bouche, ça calme mon émotion,
Mais dès que j'avale ou que je retire ce qu'il y a dans la bouche, c'est fini, l'effet il s'arrête. Donc, je veux dire, si je suis stressé, je me mange un bonbon, ça me fait du bien tant que je le mange. Une fois que je l'ai croqué, que je l'ai avalé, c'est fini, ça ne me rapporte plus rien du tout. Et donc, eh ben, qu'est-ce qu'il faut? Il faut recommencer. Ça, c'est une des raisons qui peut expliquer justement ces compulsions aux aliments divers et variés. Alors, si on prend plus spécifiquement le sucre, je reprends le bébé, hein, parce qu'après, il y a des gens qui disent ouais, mais moi, j'aime pas trop le sucre, je préfère le sel, etc. Ça, je veux bien le croire, mais n'empêche qu'on est tous programmés pour aimer le sucre. En fait, il y a 5 goûts dans la nature: sucré, salé, acide, amer et neutre. Donc, si on prend un bébé, on lui donne du neutre, de l'eau, il s'en fiche. Si on lui donne de l'amer, de l'acide ou du salé, il va faire la grimace. Par contre, si on lui donne du sucre, il sourit. Voilà, on est programmé pour aimer le sucre. Moi, je vois bien quand je travaille dans une maternité et quand on doit faire, mettons, des prises de sang au bébé, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne du sucrose, on leur donne en fait du glucose pur. Pour les calmer. Ouais, ça, c'est les légumes, ils sont. Et là, on peut faire les prélèvements, on est tranquille. Donc, le sucrose, hein, donc le sucre pur, c'est un remarquable anxiolytique pour les bébés. On est programmé pour aimer le sucre. Et après, cette programmation, elle se renforce parce qu'effectivement, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre religion, tous les moments de fête sont liés au sucre. Les moments de gestion des émotions sont liés au sucre. T'es triste, tiens, voilà un gâteau. T'es heureux, bah, tiens, voilà un bonbon. Enfin, tout ça, c'est quelque chose qui devient complètement automatique. Oui, donc là, vraiment, la première action du sucre sur le corps, c'est vraiment sur les émotions, avant peut-être la physiologie ou au même niveau? C'est un peu les deux. Bah, je dirais même avant la physiologie, parce qu'en fait, je vous rappelle quand même les deux moteurs les plus importants de notre inconscient le plus profond. Il n'y en a que deux des moteurs les plus importants. Un, la recherche du plaisir. Deux, l'évitement de la douleur. Voilà. Et le sucre est un magnifique moyen de trouver un plaisir immédiat. Le sucre est un moyen de trouver un plaisir immédiat. Donc voilà, c'est extrêmement simple. On va vers ce qui est de plus facile. Je veux dire, c'est sûr que si on dit à quelqu'un qui est très stressé, ben voilà, tu as le choix entre, je sais pas, une tartine de pâte à tartiner ou bien faire 1 heure de méditation, tu préfères quoi? Ben, a priori, je vais prendre la pâte à tartiner, c'est plus rapide. Voilà. D'accord. Je caricature, mais c'est un peu ça l'idée en fait. On a bien en tête. Et du coup, l'impact du sucre sur le corps physiologique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, alors donc là c'est autre chose. C'est-à-dire que quand on prend du sucre, on va avoir une élévation de cette fameuse hormone qu'on appelle l'insuline, dont le rôle va être de faire rentrer le sucre dans la cellule pour qu'il soit métabolisé. Et ça, c'est super. On a une magnifique hormone, c'est l'insuline. Voilà, les personnes qui sont diabétiques de type 1 n'ont pas assez d'insuline, c'est pour ça qu'elles doivent s'injecter de l'insuline. Les diabètes de type 2 sont des personnes qui ont été tellement exposées au sucre que finalement l'insuline, quelque part, ne fait plus vraiment son rôle. Donc, autant les diabétiques de type 1 manquent d'insuline, les diabétiques de type 2 ont trop d'insuline. Donc, le problème, c'est effectivement que je mange du sucre, je vais avoir une hausse d'insuline. Ça, jusqu'ici, c'est normal. Le problème, c'est qu'une fois que j'ai une hausse d'insuline, je vais donc avoir une descente de ma glycémie, de mon sucre dans le sang à toute vitesse grâce à cette insuline. Le problème, c'est que cette chute d'insuline, ça va me donner envie de reconsommer, puisque voilà, je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. Ça va me donner envie de reconsommer. En soi, c'est pas tellement gênant. Le problème, c'est que si effectivement ça devient chronique, c'est qu'on est exposé à cette espèce de diabète de type 2, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un état d'hyperinsulinisme, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une quantité d'insuline circulante dans le corps qui va être excessive. Alors il faut comprendre que l'insuline, c'est extrêmement toxique. L'insuline, c'est un facteur de croissance, c'est-à-dire que l'insuline, par exemple, peut faire en sorte de développer un cancer. En fait, d'avoir trop d'insuline, ça peut conduire à ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est-à-dire l'association d'un diabète, de problèmes divers métaboliques, d'hypertension artérielle, de risque cardiaque. Ça peut aussi donc provoquer, comme je l'ai dit, un cancer. Ça peut même provoquer de la démence. Donc, d'ailleurs, la maladie d'Alzheimer, on l'appelle parfois le diabète de type 3. Donc, avoir trop d'insuline, c'est excessivement dangereux. L'idée, c'est d'avoir une insulinémie la plus stable possible et d'éviter comme ça les up and down. Oui, oui.
Donc là, ce dont tu parlais, ce sont les dangers, on peut dire, spécifiques au sucre. Si on devait un peu lister ou faire un résumé un peu, vraiment les dangers qu'il peut y avoir, spécifiques à une consommation excessive. Alors, c'est l'hyperinsulinisme. C'est vraiment ce qu'il faut garder en tête. Il faut vraiment faire en sorte de garder votre insuline la plus basse possible et la plus régulière possible et d'éviter d'avoir les up and down d'insuline. C'est là vraiment qu'il y a de la toxicité. D'accord. Donc, on peut clairement parler, selon toi, d'addiction au sucre, une vraie addiction, comme Ah une. oui, oui, tout à fait. Bah, de toute façon, il y a des études qui ont montré que, du moins chez l'animal, alors c'est très probablement transposable chez l'homme, mais qu'en tout cas, le sucre semble plus addictif que la cocaïne. Donc ça, c'est des expériences qui ont été faites notamment chez je sais plus si c'est des souris ou des rats, enfin en tout cas des joyeuses petites bêtes comme ça, qui ont bien montré qu'en fait, effectivement, au niveau du cerveau, le besoin de sucre était supérieur au besoin de cocaïne. Donc l'addiction au sucre, elle existe. Elle existe parce que justement, il semblerait que le sucre soit plus addictif que la cocaïne, mais également parce qu'il y a toute cette espèce de cercle vicieux dont j'ai parlé, qui va faire que finalement, notre cerveau, il va réclamer du sucre, il va en réclamer, et encore, et encore, et encore. Oui, donc il y a deux types d'addiction, de dépendance, la physiologique dont tu viens de nous parler et l'émotionnelle dont tu parlais juste précédemment. Voilà. La prise en charge n'est pas exactement la même. Est-ce que tu peux nous détailler un peu les différences entre les deux? En fait, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que c'est là où j'expliquais tout à l'heure que si on considère une addiction juste sur le point de vue physiologique, il nous manque quelque chose. Si on considère une addiction juste sur le point de vue psychologique, il nous manque encore quelque chose. L'idée, c'est de comprendre qu'il y a une double addiction. Une addiction physiologique et une addiction psychologique. L'addiction physiologique, c'est, comme j'expliquais, le fait que le cerveau il réclame du sucre, hein, que dès la naissance, on est sensible au sucre. Après aussi, il est important de comprendre que le sucre va, au niveau du cerveau, activer les mêmes centres et les mêmes fonctionnements que les drogues, c'est-à-dire le circuit dopaminergique. En fait, à chaque fois qu'une personne qui prend de la drogue, ce qu'elle recherche, c'est d'avoir un pic de dopamine. Voilà, le sucre va permettre un pic de dopamine. Donc, le sucre va avoir une réelle action au niveau de nos neurotransmetteurs. Donc ça, c'est l'addiction physiologique. Après, effectivement, l'addiction psychologique, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, cette idée que dans toutes les cultures, le sucre est lié à la fête. Donc, autant par exemple, dans l'esprit d'il y a 20 ans, fumer c'était bien, maintenant fumer c'est mal. Mais manger des sucreries il y a 20 ans, on trouvait ça cool, et maintenant on trouve encore ça cool. En fait, l'addiction au sucre, elle est très bien acceptée. Finalement, quelqu'un qui est en train de manger ses bonbons, on trouve ça sympa. Puis en plus, il ne dérange pas les autres. L'addiction au tabac, à la rigueur, ça embête tout le monde. Tous les jours autour, mais l'addiction au sucre, ma foi, si je prends mon sachet, tiens, j'allais citer une marque, mais de ces bonbons ronds et colorés enrobés de sucre. On voit bien, on les a en tête. Franchement, t'es tranquille dans ton coin en train de manger tes draps, machin. C'est démocratisé totalement, en fait. Super bien, et on t'en voudra jamais. Et c'est pour ça que l'addiction au sucre, c'est peut-être pour ça qu'elle est très très pernicieuse. Elle fait de mal à personne. Quelqu'un après tout qui dit bon, moi je suis addict au sucre, on a l'impression de quelqu'un rigolo et sympa, quoi. Donc voilà, tout ça, ça renforce cette idée que cette addiction au sucre, finalement, elle est physiologique, elle est psychologique et elle est aussi sociale, parce que justement, on a encore tout à fait cette habitude de proposer des sucreries. Je veux dire, c'est complètement dans les mœurs d'offrir des gâteaux. Enfin, je sais pas, j'imagine bien un goûter d'anniversaire où on mangeait une quiche, quoi. Enfin, ça serait complètement incongru, quoi. J'imagine, ouais, les enfants, ouh, il y a une quiche. Non, moi, je pense qu'ils préfèrent un gâteau au chocolat. Donc, c'est vraiment une habitude et c'est d'autant plus compliqué à gérer chez nous en France parce qu'on a pris une sale habitude qui est de prendre des petits déjeuners extrêmement sucrés, en fait. C'est vrai que le matin, le petit déjeuner typique du français moyen, c'est café au lait sucre avec tartine de confiture ou de miel ou de pâte à tartiner et pain au chocolat et croissant.
Ou Donc, des céréales sucrées ou aussi. des céréales, des trucs qui craquent là. Mais Pas de marque non plus, mais ah non, 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 les trucs qui craquent, hein. Donc, ouais, c'est vrai. c'est vraiment quelque chose qui est une habitude qui a été prise en France. Et en fait, c'est assez incroyable parce qu'il y a plein de personnes qui disent, mais je comprends pas, ce matin, j'ai mangé une baguette comme ça, plus 3 pains au chocolat, et là, il est 11 h, j'ai faim, je comprends pas. Ben, oui, c'est normal, c'est parce qu'il y a une charge d'insuline extrêmement importante le matin au petit déjeuner. Donc, forcément, ben, il y a le coup de barre de 11 h. Et c'est complètement inévitable. Alors, qu'est-ce qui se passe à 11 h? On dit, oh là là, je peux manger que dans 1 h30 et c'est pas grave, tiens, je vais aller me prendre un peu de pain avec un peu de confiture. Et patatras, quoi. C'est un vrai problème. Donc en fait, c'est vraiment ça le triptyque, hein, l'addiction physiologique, l'addiction psychologique, l'addiction sociale. Hmm. Donc du coup, la physiologique, on peut l'aborder d'un point de vue de l'alimentation. Donc comme tu le disais, tu parlais des petits déjeuners. Déjà, peut-être un petit déjeuner plus salé ou plus protéiné, peut-être peut déjà impacter l'envie de sucre tout au long de la journée. Oui, alors ça c'est extrêmement fondamental. En fait, logiquement, alors il y a des ADE de la chrononutrition, je ne vais pas rentrer spécifiquement dans la chrononutrition, mais en tout cas, la chrononutrition explique que normalement, la logique voudrait que le matin, on mange des protéines et du gras. Donc, ou bien vous ne prenez pas de petit déjeuner, ça c'est une manière de faire, pourquoi pas. En tout cas, si vous prenez un petit déjeuner, prenez plutôt des protéines et du gras parce que justement, votre physiologie ira plutôt dans ce type de consommation. En tout cas, l'idée, c'est d'éviter le sucre le matin. Prendre du sucre ou des glucides le soir, ma foi, pourquoi pas, mais en tout cas, le matin, c'est plutôt contre-productif. Ah, j'ai cru voir une question super intéressante. Il y a une question, je te la lis. Non, il y a plein de questions là. Ouais, ouais. Bon, on verra après mais On effectivement, c'est regardera, mais important de réfléchir. Maxime a posé une question intéressante. Il y en a d'autres plus bas, on va les reprendre Ouais, bien sûr. au fur et à mesure. Donc là, on a vu pour la partie la prise en charge physiologique, et donc pour la partie plus émotionnelle, plus psychologique, on peut penser peut-être voilà, qui est inclus dans la formation, tout ce qui est hypnose, auto-hypnose. Tu peux nous en parler un mot aussi? Oui, tout à fait. Alors, en fait, l'idée, comme je dis toujours, c'est toujours le corps-esprit. Donc, pour la partie effectivement physiologique, il est important déjà de comprendre les différents types de sucre, de savoir quel sucre manger, quel sucre éviter et à quel moment. Ça, c'est le plus important. Une fois qu'on a dit ça, l'idée, c'est aussi de comprendre en quoi le sucre va impacter nos neurotransmetteurs et en quoi, par l'alimentation, on peut rééquilibrer les neurotransmetteurs. Ça, c'est un deuxième point. Troisième point, on peut utiliser, toujours par la partie physiologique, des plantes ou des compléments alimentaires. Il y a notamment le chrome qui a un oligo-élément qui est intéressant dans l'addiction au sucre. Encore que certaines études ne le remettent pas en cause, mais en tout cas, voilà, le chrome est quand même quelque chose d'intéressant. Après, il y a des plantes, il y a différentes plantes qui peuvent aider dans l'addiction au sucre. Une des plus connues est la berbérine. Donc, voilà, il y a quand même différents moyens de s'occuper de l'addiction sur le point de vue physiologique. Après, concernant effectivement le point de vue psychologique, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le fait de consommer du sucre, ce n'est qu'un comportement. Quand il y a un comportement, c'est qu'il y a une émotion, une pensée, voire une croyance racine. Et donc, l'idée, c'est de comprendre quelle est la croyance racine, quelle est l'émotion racine. Parce qu'à partir du moment où finalement on a géré l'émotion racine ou la croyance racine, le comportement ne devient plus utile. C'est ça l'idée. La cause de la cause, toujours. La cause de la cause, parce qu'en fait, la nature a horreur du vide. Donc, si j'ai une émotion que j'arrive pas à gérer et que je vais gérer cette émotion en mangeant du sucre, si on me supprime le sucre, je vais la gérer autrement. Je vais prendre des clopes, je vais prendre de la coke, je vais prendre de l'alcool. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais me rabattre sur quelque chose. La nature a horreur du vide. Par contre, à partir du moment où on gère la pensée racine, la croyance racine, à ce moment-là, on a plus de chances de s'arrêter. Et c'est là que tu parlais d'hypnose, l'hypnose, le coaching, la PNL ont tout leur sens parce qu'effectivement, l'hypnose, la PNL, les techniques diverses et variées ou la méditation vont permettre justement d'aller jusqu'à la pensée racine, jusqu'à la croyance racine, jusqu'à l'émotion racine pour pouvoir justement s'en débarrasser, la comprendre et s'en débarrasser. Oui, donc on voit, en fait, on est tous impactés finalement par cette alors, plus ou moins addiction, mais en tout cas cet impact du sucre à tout moment. Voilà, un petit coup de moins bien dans la journée, un petit coup de moins bien sur une période un peu plus longue, et rapidement on peut tomber là-dedans, en plus de ce que tu disais sur les habitudes alimentaires qui sont déjà très ancrées dans le sucre via le petit déjeuner ou les produits industriels, comme tu en parlais au début du webinaire.
à qui s'adresse, si malgré tout, alors on voit bien que tout le monde peut utiliser cette méthode-là, est-ce qu'il y aurait un profil plus particulier à qui s'adresserait cette méthode un peu précise, une cible? Non, en fait, à tout le monde. Déjà, quelque chose d'important, c'est que contrairement à une idée reçue, les personnes qui se disent addictes au sucre ne sont pas forcément en surpoids. Hein. Il y a des personnes addictes au sucre en surpoids, il y a des personnes qui sont en surpoids qui ne sont pas addictes au sucre, il y a des personnes minces qui sont addictes au sucre, donc tout peut se voir. En fait, j'ai toujours été très marqué par un psychiatre que j'avais rencontré quand j'étais jeune étudiant en médecine, qui m'avait dit un truc qui m'a toujours marqué. Pourtant, c'était il y a 30 ans maintenant. Oh là là, que le temps passe. Donc, il y a 30 ans maintenant, un médecin psychiatre m'avait dit, parce que je lui avais dit, mais quand même, c'est fou, on a tous des casseroles, on devrait tous avoir une psychanalyse. Et il m'a répondu, tu sais, la différence entre le normal et le pathologique, c'est la souffrance. Donc à partir du moment où il y a de la souffrance, c'est pathologique. À partir du moment où il n'y a pas de souffrance, c'est pas pathologique. À la rigueur, moi, je préfère avoir affaire à une personne qui est, entre guillemets, addict au sucre, mais qui le vit bien, qui est cool avec ça, et après tout, qui est OK, quoi, en train de manger sa pâte à tartiner devant sa série. Si la personne elle est heureuse comme ça, bon, évidemment, après, il faut faire attention à la santé. Mais alors que à partir du moment où quelqu'un est en souffrance, là, il faut faire quelque chose. Parce que la souffrance, c'est pas acceptable. À partir du moment où il y a de la souffrance, non, là, il convient de faire quelque chose. Donc, je dirais que le portrait type de la personne à qui pourrait s'adresser cette méthode, c'est une personne qui ressentirait de la souffrance par rapport au sucre, sentirait qu'elle serait dépendante du sucre pour gérer des émotions, pour gérer un état, pour gérer un mal-être. Parce que, en fait, le problème quand on gère un mal-être par le sucre, c'est deux choses. D'abord, on saccage sa santé avec le sucre, mais deux, on ne résout absolument pas le problème. Et donc, le but, c'est déjà arrêter le sucre et surtout résoudre le problème. Ne plus subir finalement la situation. Ne plus subir. C'est reprendre la maîtrise. Et reprendre la maîtrise, donc effectivement, il y a l'aspect psychologique, mais l'aspect physiologique est très important. Moi, je me suis rendu compte à quel point dans mes consultations, au début, évidemment, avant de faire toutes les découvertes dont je parle, je faisais au début que de l'hypnose par rapport à toutes ces problématiques. Et puis finalement, c'est en étudiant la neuropsychologie, la neurophysiologie, etc., que je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que ça va faire si en plus on aide par les compléments alimentaires, par l'alimentation, etc., on rééquilibre les neurotransmetteurs. Et là, ça fait exploser les scores des résultats, parce qu'effectivement, ça montrait vraiment que prendre en considération que l'esprit, si on ne prend pas en considération le corps, on passe à côté de quelque chose. Donc l'idée, c'est toujours cette globalité. Je pense que c'est vraiment une donnée constante de tout ce que j'ai pu faire pour Bibouda ou dans d'autres plateformes pour VivoVojo ou Dynamica ou les formations sur le biohacking. C'est toujours parler du corps-esprit et ne jamais faire l'erreur de séparer le corps de l'esprit. Personnellement, mais ça c'est vraiment un avis personnel, hein, je pense que toutes les méthodes qui ne prennent en considération que l'un ou l'autre, il leur manque une phase de la pièce. Ah bah oui. Oui, il manque la partie complémentaire. Donc, tu parlais de la partie un peu consciente. Tout est conscient ou il y a quand même parfois un peu de conscient et d'inconscient dans ces addictions? Ouais, je dirais que c'est 100% inconscient. Déjà, la question du conscient et du libre arbitre, elle peut se poser parce que est-ce qu'on a vraiment un libre arbitre? Ça, c'est une question peut-être plus physiologique que médicale, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, en fait, si on est parfaitement conscient de se dire, tiens, j'attire mon repas, je me prendrais bien un demi-petit carré de chocolat, voilà, ok, je suis en conscience, je l'assume, je suis cool avec ça, ça me fait plaisir, voilà. Bon, ça c'est très conscient, c'est ok. Par contre, si on se dit, il me faut un chocolat, sinon ça va pas, là on est... Ouais, je sais, ouais, c'est du vécu. Mais à ce moment-là, non, on est plus du tout dans le contrôle. En fait, c'est tous ces problèmes d'automatisme. De toute façon, bon voilà, toutes les personnes qui suivent Bouddha sont habituées à ça. Quand on parle le conscient, l'inconscient, on pourrait même détailler encore plus ces deux parties. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a quand même énormément d'habitudes
totalement inconscientes, des programmes qui sont là, qu'on ne va pas remettre en cause et qui peuvent complètement nous pourrir la vie. Il y en a qui sont très utiles, bien sûr, mais il y en a qui nous pourrissent complètement la vie. Oui, donc cette méthode, elle va agir aussi sur le fait de résoudre des conflits qu'il pourrait y avoir entre ce conscient et cet inconscient, et puis des outils aussi du point de vue alimentaire. Si je rentre un peu plus dans le détail de la formation, donc c'est un programme, c'est un accompagnement qui va se dérouler sur 28 jours. Il y a des enregistrements sonores, notamment des techniques d'auto-hypnose où tu nous accompagnes. Il y a des enregistrements spécifiques s'il peut y avoir un problème de surpoids en parallèle de cette addiction au sucre. Tu parlais qu'elle n'est pas automatique, cette problématique de surpoids, mais bon, elle peut exister. Et du coup, dans ce cas-là, c'est aussi important de le traiter parce qu'il y a double peine. Ouais, voilà, il y a double souci, quoi. Donc, à ce niveau-là. Il y a également un enregistrement de mindful eating. Donc là, on est vraiment sur des moments de compulsion alimentaire. Quand on sent que la compulsion arrive, il y a un enregistrement spécifique à ces moments-là. Il y a 2 livrets, stop au sucre, et un autre sur jeûne, alimentation cétogène pour la partie plus alimentaire. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus, nous expliquer un peu plus du coup comment elle a été conçue et créée? Oui, alors en fait, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment corps esprit. Alors, c'est vraiment basé sur mon expérience. En plus, là, par rapport à cette formation, il y a Valérie, donc mon épouse, qui intervient également. Elle ne pouvait pas être là ce soir, mais en tout cas, elle intervient également dans ce training, hein. Par exemple, tout ce qui est mindful eating, ça, c'est des choses absolument essentielles. Parce que c'est là, tout à l'heure, quand on parlait de ces compulsions, où finalement, on prend les choses d'une manière automatique, on y réfléchit, on n'y pense plus. À partir du moment où on remet de la conscience dans quelque chose qui devient inconscient, on commence à sentir le moment où le corps dit stop. Et ça, c'est très facile à comprendre. C'est-à-dire que si consciemment, mettons par exemple, je vais reprendre un pot de pâte à tartiner, hein, d'une marque bien connue. Mais c'est l'excellent exemple parce que je pense qu'on a tous déjà trempé. C'est exactement ça. Donc voilà, je prends un doigt dedans et je prends une cuillère dedans, je suis comme ça devant mes séries et je suis capable d'en manger parce que mon esprit il est focalisé sur ma série et en fait je suis capable de manger. Et puis à un moment, par contre, une fois que la série s'arrête, là je me dis oh là 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 là, oh. Oui. Et je suis super mal. Et après, en plus, je m'en veux, je vais me fouetter, parce que je dis, oh là, je viens de m'enfiler 5000 calories. La culpabilité, le truc horrible. Alors, comme je culpabilise, je me sens mal. Alors, comme je me sens mal, je vais me reprendre un petit gâteau de chocolat. Parce que, voilà. Donc, c'est vraiment toujours ce cercle vicieux. Par contre, à partir du moment où on est en mindful eating, c'est-à-dire vraiment quand on est conscient de ce qu'on est en train de manger, on se rend compte que c'est OK. Alors, je veux dire, prenez un pot je me suis arrêté, je n'ai pas dit la marque. Prenez un pot de la pâte à tartiner et vous mettez juste un doigt dedans et vous prenez le temps de vraiment le savourer. Déjà, vous allez avoir une explosion de plaisir parce que c'est vrai que c'est super bon. Et le truc, c'est que, OK, on va mettre une petite cuillère, vous pouvez la prendre. 2 petites cuillères, ça commence à être un peu dur. 3 petites cuillères, là, ça devient écœurant. Parce que justement, en fait, quand il y a l'écœurement, c'est votre corps qui dit stop, c'est trop. Et en fait, l'idée, c'est quand on est en mindful eating, on se trouve avec ce fameux stop, c'est trop. Quand on est concentré sur autre chose, on ne s'en rend pas compte. Je veux dire, on est capable, en fait, il faut comprendre que la satiété, elle vient, mettons, au bout de 20, 30, 40, 50 minutes, en fonction des personnes. Donc, ça veut dire que si je vais manger, si je mange en moins de 20 minutes, je peux manger une quantité colossale de choses parce que je ne vais pas arriver, je ne laisse pas la satiété le temps de venir, en fait. Alors que si je prends le temps de manger, la satiété, elle va venir. Et en fait, c'est très important de comprendre qu'entre le plaisir et le dégoût, la frontière, elle est extrêmement fine. Oui. C'est vraiment, parfois, quand je reprends la pâte à tartiner, là, je reprends une cuillère, c'est OK, 2 cuillères, c'est OK, 2 cuillères et demie, c'est OK, 2 cuillères, 3 quarts. Là, on sent que le corps, il dit stop, c'est trop. L'idée aussi d'utiliser toutes ces techniques comme l'hypnose ou le mindful eating, c'est de permettre au corps de retrouver la notion du stop, c'est trop. Stop, c'est trop. Stop, c'est trop. Oui, finalement, tout nous reapprend à agir en pleine conscience. Donc, regarder la cuillère, le déguster tout doucement. Et c'est là où c'est super. Franchement, c'est vrai que, comme je disais, moi, j'adore prendre un carré de chocolat, surtout aux amandes. Caramélisé.
Non, non, pas caramélisé quand même. C'est Non, vrai, bon, moi, non, moi, je suis pas vicieux à ce point-là. Donc, non, sans caramel. Mais, je vais prendre la méthode parce que tu vois, il me les faut caraméliser. non, moi, je prends des normales. Mais si tu veux, mais ce qui est super, c'est que si je le prends genre juste comme ça et puis je vais faire autre chose, bah, c'est clair que je sais très bien que 5 minutes après, je vais en vouloir un deuxième. C'est inévitable. Je sais très bien aussi que si je le mange à toute vitesse, le deuxième, je vais en vouloir un troisième. Par contre, je sais très bien que le troisième, je vais le trouver écœurant. Voilà. Donc, l'idée, c'est que dès le premier, je le prends en mindful eating. Et là, c'est l'explosion de saveur. C'est vraiment le truc waouh. Et justement, l'idée, c'est qu'à partir du moment où on remet du conscient, ce qui est super, c'est qu'on retrouve le sens du waouh. Et c'est vraiment génial. C'est-à-dire qu'on retrouve le plaisir. Et c'est vraiment la clé. Quand je disais tout à l'heure que nos deux seuls moteurs, c'était la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur, à partir du moment où on retrouve le vrai goût du plaisir, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de beaucoup, en fait. Parce que justement, peu après, il y a l'écœurement. Ouais, ouais. Mais c'est déjà un excellent exercice que tu nous proposes là, qu'on pourra tous essayer pour ceux parmi nous qui n'ont peut-être pas mangé ou qui vont terminer voilà, après la soirée ou qui sont peut-être en train de nous écouter avec un petit carré de chocolat. Déjà, cet exercice, il est intéressant à faire. Observer, le regarder, peut-être le sentir. Ah oui, oui. En fait, déguster. quand on fait du mindful eating, hein, l'idée, c'est de reprendre simplement les 5 sens, hein, c'est-à-dire prendre le temps de regarder ce qu'on est en train de manger, parce que là encore, je reprends, on est devant notre série et puis on est comme ça, on ne regarde même plus ce qu'on mange. Et en fait, comme je disais, le problème, c'est que tant qu'on met les choses dans la bouche, on est bon, ça fait du bien, mais dès qu'on avale, le bien, il est fini, quoi, il est terminé. Et ça, c'est pour ça, quand je parlais tout à l'heure du parallèle avec la cigarette, c'est-à-dire les fumeurs, ils connaissent ça, quand ils sont stressés, ils fument, tant qu'ils fument leur clope, ils sont bien, mais une fois que la clope est finie, qu'elle est dans le cendrier, l'effet, entre guillemets, calmant de la cigarette, c'est tant qu'il y a un effet calmant, on n'est pas là pour parler de la clope, mais il disparaît en fait, hein. Donc ça ne dure pas, ça dure pas du tout. C'est un effet extrêmement fugace, hein. C'est vraiment pareil que le bébé qui pleure, on lui colle une sucette dans la bouche, une tétine, il se tait, mais on retire la tétine, il pleure. Donc c'est vraiment, il faut garder un esprit, ça. Il faut toujours se rappeler, en fait, moi j'aime bien rappeler toujours, quand je parle dans toutes les techniques que j'enseigne, de se rappeler de deux choses. Un, on a tous été des bébés, et deux, on est tous encore des Cro-Magnons. À partir du moment où on a compris ça, on a déjà compris énormément de choses. Totalement. Totalement. Donc, voilà, comme tu le disais, c'est vraiment de manière très intriquée le volet physiologique et le volet psychologique. émotionnel, psychologique. Voilà, donc, on va retrouver ces différentes formes par toutes les casquettes que tu as, tous les multiples outils que tu as dans ta besace. Je l'ai rappelé en début de webinaire. Voilà, donc tous ces outils sont regroupés vraiment dans un esprit d'expert corps, santé, esprit, hein, clairement. Voilà, donc on va retrouver tout ça dans cette méthode qu'on vous propose là. Donc, une méthode qui est sur 28 jours et voilà, qui va adresser des messages puissants à l'inconscient et conscient et inconscient pour se libérer de cette addiction. Donc, cette méthode, elle est ce soir au prix de 67 € au lieu de 112, donc avec une remise de 40%. Donc, cette mise, vous pouvez en bénéficier jusqu'à dimanche prochain, le dimanche 17 juillet à minuit sur la plateforme Bibouda. Donc voilà, vous pourrez retrouver toute la méthode que Denis vient de vous expliquer, les enregistrements sonores, les enregistrements spécifiques si le surpoids voilà, c'est immiscé dans ces addictions et dans ces compulsions, puis des livrets très pratiques sur la partie physiologique, voilà, qui a aussi un impact. Voilà, faut aider l'esprit par le corps à jouer cet équilibre sur ces addictions et cette compulsion qui peut exister. Oui, bah complètement. Surtout, là, comme tu l'as très bien dit, en fait, on va parler de pensée et d'émotion. Il faut quand même bien se souvenir qu'une pensée et une émotion, c'est pas juste quelque chose d'un peu ésotérique, hein. Une pensée et une émotion, c'est de la neurochimie dans le cerveau, hein. C'est des neurotransmetteurs qui se baladent et c'est des neurones qui discutent entre eux, entre guillemets. Et en fait, ils discutent avec des neurotransmetteurs et ces neurotransmetteurs sont impactés par le sucre. Et c'est vrai qu'en fonction des carences diverses et variées, par exemple, pour être extrêmement schématique, on va prendre deux neurotransmetteurs qui vont vraiment nous intéresser, la dopamine, le neurotransmetteur un peu boostant, la sérotonine, le neurotransmetteur plus relaxant. Et bien, si vous avez plutôt tendance à rechercher avec le sucre un effet coup de boost, ça peut être parce que vous manquez de dopamine.
Si avec le sucre, vous recherchez un effet plus, non, je me fais un câlin, je me fais plaisir, j'ai envie de me faire du bien, c'est peut-être parce que vous êtes en manque de sérotonine. Donc finalement, tu vois, le besoin de sucre, en fonction de comment il se manifeste, ça peut signifier une carence en tel ou tel, ou un déséquilibre en tel ou tel neurotransmetteur. Et donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a déterminé quelle était la carence ou quel était le neurotransmetteur qui pouvait être éventuellement en carence, ça peut permettre après de le corriger, d'aider à le corriger. On va aller, au travers de ces enregistrements, à ce dont on parlait tout à l'heure, la cause. Et essayer de régler, voilà, si c'est le doudou, si c'est la compulsion, pour régler, voilà, ne plus y aller de manière presque irrépressible, en fait. Tout à fait. Bon, parfait. Je te propose de prendre quelques questions. Oui, bien sûr. Je te laisse parce que tu les vois plus que moi, donc je sais pas, tu prends la main, tu me dis. J'en ai quelques-unes, très intéressantes. On a Marie, par exemple, qui te pose des questions sur si tu pourrais dire quelques mots sur les sucres liquides qui, je crois, ne sont pas détectés par le cerveau et représentent pourtant une source. Les sucres liquides ne sont pas détectés par le cerveau? Je vois pourquoi. Si, bien sûr que si. Pourquoi ils ne seraient pas détectés par le cerveau? Si, puisque de toute façon, entre guillemets, tous les sucres deviennent liquides, puisque à partir du moment où je prends du sucre solide, une fois qu'il est dans mon intestin, il devient liquide, hein, puisqu'il est dilué par tous les sucres gastriques et déjà par la salive. Donc tous les sucres au finish, ils deviennent liquides, tout comme toute l'alimentation. Donc non, les sucres liquides, alors effectivement, quand on parle par exemple le sirop d'agave, le sirop d'érable, toutes ces choses-là, voilà, c'est des choses importantes. Après, il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, il n'y a pas eu de question par rapport à ça. Et je pense que c'est important aussi par rapport aux édulcorants. Les édulcorants, effectivement, c'est quelque chose complètement à proscrire, ça dépend desquels, mais par exemple, l'aspartame, ça peut provoquer de la neuroinflammation, donc ça, il vaut mieux éviter l'aspartame. Et en plus, ça entretient le goût sucré, donc voilà, ça, les édulcorants, c'est vraiment des choses à éviter. C'est pas la question, mais je voulais rajouter ça. Non, mais c'est en complément. Et c'est Patrick qui avait posé la question si tu pouvais justement nous parler des différents types de sucre et leurs spécificités. Donc peut-être détailler les plus nocifs. Tu viens de parler de l'aspartame, voilà, qui est édulcorant, c'est pas vraiment un sucre, mais c'est un édulcorant. Mais voilà, peut-être déjà parler des sucres et édulcorants et puis les bons sucres au milieu. Il y en a quand même quelques-uns au milieu. Oui, bien sûr. En fait, l'idée, c'est d'oublier la catégorisation sucre lent, sucre rapide, parce que ça, c'est une catégorisation qui est totalement inepte, en fait. Par exemple, si on prend les pâtes, en fonction de comment on les cuit, ça devient des sucres lents et des sucres rapides. Par exemple, des pâtes al dente, c'est entre guillemets des sucres lents, mais des pâtes trop cuites, ça devient des sucres rapides. Donc, la cuisson va modifier, le type d'aliment va modifier, ce avec quoi on les mange, ça va modifier. Par exemple, si on considère voilà, un fruit, on va considérer que par exemple une pomme, on va être simple, on va prendre une pomme, on va dire qu'on peut considérer quelque part qu'une pomme c'est un sucre lent, entre guillemets, parce que quand on mange une pomme, on a des fibres qui vont, entre guillemets, ralentir le pic de glycémie. Par contre, si vous prenez le jus d'une pomme, là ça devient un sucre rapide parce que vous n'avez que le sucre et vous n'avez pas les fibres. Donc en fonction de comment on va manger, en fonction du type d'alimentation et de comment on va le manger, on va avoir des effets complètement différents au niveau de la glycémie. Et c'est ça, en fait, qui est important de maîtriser. En soi, par exemple, un fruit, c'est bon. Par contre, un jus de fruit, c'est une catastrophe. Il y a eu toute une espèce... Ça, j'aime bien toujours parler de ça parce que ça fait partie des choses qui m'énervent. Moi, j'aime bien éliminer les bullshit et les fausses croyances. Et c'est vrai que voilà, il y a eu une grosse période où on parlait des extracteurs de jus de fruits en disant que c'était génial, mais les extracteurs de jus de fruits, c'est une catastrophe parce qu'en fait, ça ne garde que le sucre des fruits. C'est complètement inepte en fait. Il faut comprendre quand même que dans un verre de jus de pomme, il y a plus de sucre que dans un verre de soda marron qui pétille. Marie parlait de soda. Elle a précisé sa question et elle parlait des sodas par rapport au sucre liquide. Mais ils sont détectés par le cerveau aussi. Ah oui, bien sûr. Oui, extracteur, si vous en avez, plutôt privilégiez les légumes c'est ça. Que les fruits. Il y a quelqu'un une fois qui m'avait sorti, je trouvais ça très intelligent. Il faut manger les fruits et il faut boire les légumes. Je trouvais ça relativement pertinent en fait. Oui, c'est vrai. Écoute, je te propose de poursuivre avec une question de Maxime. Oui. Quels intérêts des régimes zéro sucre par rapport aux carences symptomatiques qu'ils peuvent engendrer? Comment se désadapter sans bannir tout apport de sucre, notamment chez un sportif nécessitant un apport de carburant?
Alors ça, c'est une super question. Parce qu'effectivement, là, quand j'avais écrit le livre Zéro sucre, seule auto-hypnose, je précise bien, parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit pourquoi tu écris un livre Zéro sucre, c'est n'importe quoi. Je précise bien que le nom, c'est l'éditeur qui l'a trouvé, c'est pas moi qui ai trouvé ce nom-là. Parce qu'effectivement, zéro sucre, en soi, c'est une ineptie. L'idée, c'est pas zéro sucre. L'idée, c'est zéro sucre pris en mode addictif, entre guillemets. Mais en soi, les glucides, c'est très bien les glucides, c'est-à-dire que les glucides, bon, il y a des normes qui disent qu'il faut que ce soit à peu près 50-60% de l'alimentation. Pour un sportif qui fait de la muscu, on peut peut-être baisser pour augmenter la reste de protéines. Bon, là, c'est un petit peu trop long pour entrer dans les détails. Mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les glucides, c'est bien, on en a besoin des glucides. Mais en même temps, on peut très bien vivre sans glucides. Là, je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien, etc. Je dis qu'effectivement, c'est le principe du jeûne ou du régime cétogène. On peut très bien vivre sans glucides, supprimer les glucides et manger uniquement des protéines et du gras. Après, effectivement, même si le régime cétogène a beaucoup d'intérêt, c'est un régime qui n'est pas forcément simple à tenir sur la durée. Donc, l'idée, c'est pourquoi pas en faire pendant quelques jours, mais après faire une petite cycle. Il y en a qui font ça, une cyclisation, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des glucides pendant une période, ou des cures. Donc, voilà, en fait, l'idée, c'est de comprendre qu'à partir du moment où on mange d'une manière en mindful eating, entre guillemets, qu'on donne à son corps vraiment ce dont il a besoin et d'une manière, en s'arrêtant quand on n'en a plus besoin, on ne peut pas avoir de problème en fait. Le corps, il est super bien régulé. Globalement, quand on a besoin de protéines, on va manger des protéines. Hein. Alors après, effectivement, on peut très bien dire à son corps, non, tu ne vas pas manger de protéines parce que c'est mal. Mais il y a un moment ou un autre, ça va pas aller. Le corps, il va réclamer de toute façon. Oui, donc on peut faire ça un temps, mais voilà, ne pas rester trop longtemps. Physiologiquement, c'est… Oui, non, les glucides, les glucides, on en a besoin. Bon, personnellement, là, je ne vais pas raconter ma vie, mais depuis quelques temps, j'ai repris un peu plus fort la musculation. Très clairement, si je ne mange pas de glucides la veille, je soulève beaucoup moins de poids. Donc voilà, pour sauver du poids, ben, la veille, je vais prendre des glucides parce que je sais très bien que je vais en avoir besoin pour nourrir mes muscles. C'est logique. Oui. Très bien. Merci. Christiane te demande si on cuit les fruits, est-ce qu'ils deviennent des sucres rapides ou plus rapides? Ça dépend. Ça, c'est la réponse un peu jésuitisme, mais effectivement, ça dépend de comment on les cuit, combien on les cuit, si on les bout, si on les cuit vapeur. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est de comprendre que il y a des tableaux que vous pouvez retrouver. D'ailleurs, il y a plein de tableaux dans la formation, hein. Mais il y a des tableaux en fait qui expliquent justement tel aliment, tel type de cuisson et quels sont les résultats de tel ou tel type de cuisson. Mais en fait, en fonction de comment les choses sont transformées, ça va donner un effet sur la glycémie qui est différent. Donc, il y a ce qu'on appelle les index glycémiques, la charge insulinique, l'index insulinique. Enfin voilà, il y a différentes notions. Bon, après, j'ai simplifié vraiment à l'extrême parce que l'idée, il ne faut pas non plus être psychorigide. En fait, le problème des psychorigides, c'est que ça mène à la frustration. Et quand il y a frustration, il y a compensation. Donc, l'idée, c'est d'éviter la frustration. Des informations sans être trop dogmatique sur le sujet pour le sacraliser un peu et que ça en devienne un peu un sujet tabou ou un sujet trop présent. Donc voilà. Mais voilà, donc en fait, c'est pour ça que je dis bien, c'est pas zéro sucre, hein, c'est zéro sucre, entre guillemets, imposé, zéro sucre que je ne veux pas. Voilà, c'est zéro sucre, je dirais, caché par l'alimentation. Ça, vraiment, c'est à combattre. Zéro sucre qui serait uniquement fait pour nourrir mes émotions et pas pour nourrir mon corps. Si je prends des glucides pour nourrir mon corps, c'est bien. Si je grignote des sucreries pour nourrir mes émotions, c'est mal. Voilà, je pense que j'ai fait le résumé de la soirée. Non, mais voilà, c'est important. Bien différencier des envies toutes douces et vraiment lors de la compulsion qu'on subit. Tout à fait. Il y a Iwona, j'espère que je n'écorche pas votre prénom, qui a des envies de sucre avant et pendant les règles. Voilà. Est-ce que
par rapport à la méthode, il peut y avoir des liens ou d'où en période. Alors, là, j'ai pas de réponse toute faite. C'est très, très individuel. En fait, pendant les règles, il y a tout voilà, un désordre hormonal qui forcément va changer les besoins, la physiologie. C'est comme la fameuse chérie, j'ai envie de fraise pour les femmes enceintes. En fait, les hormones vont impacter sur l'appétit et les envies. Donc là, non, j'ai pas vraiment de réponse précise à vous donner, Iwana, je m'en excuse. Comme je dis toujours, si je sais pas, j'ai l'humilité de dire je ne sais pas. Tout à fait, c'est vrai que tu le dis et tu le dis à chaque fois. Tu as très souvent les réponses, mais c'est vrai que tu le précises, mieux vaut ne pas inventer. Mais peut-être que une proposition cétogène peut être quand même une réponse à ces moments-là. Mensuel, dans tous les oui, cas. pourquoi pas. Après, c'est toujours la même chose, c'est attester. Maintenant, effectivement, tu parles du cétogène au moment des règles, à la rigueur, pourquoi pas. Dire au moment des règles, on sait très bien qu'il y a énormément d'hormones sexuelles. On sait très bien aussi que les hormones sexuelles sont synthétisées à partir du gras, en l'occurrence du cholestérol. Donc, augmenter les graisses au moment des règles, oui, ça me paraîtrait relativement cohérent. Là, mais je te parle en cohérence, hein, je n'ai pas la prétention de dire que c'est la vérité absolue ce que je suis en train de dire. C'est juste que, effectivement, ça me semble cohérent. Donc, si c'est pas subi, si cette consommation de sucre n'est pas subie, ou voilà, vous pouvez continuer comme ça pendant cette période-là. Sinon, voilà, un régime cétogène peut être en tout cas un des outils pour oui. pallier à cette période-là. En plus, le régime cétogène, voilà, je vais reprendre ma casquette biohacking, mais en l'occurrence, voilà, le régime cétogène, on sait très bien qu'aussi, il a d'autres avantages. On sait très bien que le régime cétogène, il va provoquer la survie dans le corps de corps cétoniques. Donc, c'est des espèces de métabolites qui sont des carburants pour nos cellules et qui ont un très très bon rendement énergétique. Donc, c'est vrai que le fait de se mettre en régime cétogène, ça va avoir un très très bon rendement énergétique. De plus, le régime cétogène, selon certaines études, permettrait de ralentir le vieillissement, permettrait également d'avoir une meilleure clarté mentale. Donc, n'hésitez pas à tester le régime cétogène. C'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant, sachant, je vous dis que c'est pas forcément simple de le faire sur la durée. Personnellement, j'ai rarement dépassé une semaine, parce qu'au bout d'une semaine, on a envie de variété, on a envie de glucides. Mais voilà, tester. Le principe du biohacking, c'est voilà ce que la science dit, maintenant vous testez, si ça vous convient, vous faites, si ça ne vous convient pas, vous faites autre chose. Donc, il y a le biohacking et puis il y a le livret. Tu as un livret dans cette méthode où tu réexpliques, tu reparles de l'alimentation cétogène avec toutes les clés pour la pratiquer. Exactement. Emmanuel te demande ce que tu penses du sucre stevia. La stevia, est-ce que c'est bien stevia, ou pas? Alors, je dirais, tiens, je vais encore faire une réponse super intelligente. Oui, mais non. Oui, mais non. Alors, deux choses. Alors, oui, parce que effectivement, ça élève quasiment pas la glycémie et c'est un très très bon édulcorant, c'est naturel, on peut trouver en magasin bio, etc. Oui. Je dirais non, parce que déjà, pour faire des pâtisseries à la stevia, c'est pas terrible, c'est pas très bon. C'est un goût vraiment un petit peu particulier. Et aussi, l'inconvénient de la stevia, tout comme tous les édulcorants d'ailleurs, c'est que ça va, entre guillemets, tromper le cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau, il va croire qu'il y a du sucre, donc il va réagir comme s'il y en avait, alors qu'il n'y en a pas. Et donc ça, quand quelqu'un est addict au sucre, eh ben, ça va continuer à lui donner l'information sucre, sucre, sucre. Et pourtant, il n'y en a pas. Donc, tromper son cerveau, c'est jamais une excellente chose, sauf quand on le fait vraiment parce qu'on a envie de le faire. Par exemple, quand on fait dans le biohacking, il y a le mind hacking, donc on va justement chercher à hacker son cerveau, mais là, à ce moment-là, on le fait à dessein parce qu'on a envie de réussir quelque chose, d'aller forcer son cerveau à avoir telle ou telle manière d'être ou de penser. Mais là, en l'occurrence, c'est pas un hacking que je trouve très très pertinent de donner du faux sucre. Personnellement, c'est vrai que par exemple, j'aime beaucoup les fruits rouges. Parfois, les fruits rouges, ça peut être un petit peu acide. Personnellement, je dis personnellement, moi, je mets un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de xylitol. Le xylitol, en fait, c'est un sucre qui, même si le nom, il a l'air très très chimique, hein, c'est un sucre qui est super naturel et qui a l'avantage d'être absolument pas absorbé. C'est-à-dire que globalement, le xylitol, on l'élimine par les voies naturelles comme si on n'avait rien pris. Donc, c'est du boulot.
à mon sens, c'est un des meilleurs édulcorants qui soit. Et Mm. il faut en mettre très peu parce que c'est hyper sucré. Mais vraiment, personnellement, je préfère, je prends des fruits rouges surgelés. J'attends que, enfin, je mets un peu de, voilà, je parsème un peu de xylitol, j'attends 1 ou 2 heures, puis c'est un super délice. Une Voilà. recette en plus, mais merci Denis. Ah, ouais, c'est la super recette. J'achète des fruits surgelés, je mets du xylitol. Attends, Écoute, ça peut être une idée. Bon voilà, pour super ceux qui recette. n'utilisent pas le xylitol. Voilà, donc non, le xylitol, moi je trouve que c'est Ouais. super truc. Personnellement, je trouve que j'aime pas trop le goût de la stevia. Donc si vraiment je vais utiliser un édulcorant, encore que je préfère éviter, mais à ce moment-là, je vais utiliser du xylitol. Donc, édulcorant naturel, bon, stevia, tu nous as expliqué, mais Ouais. xylitol, ça peut être pour aider un certain soutien physiologique, Oui, mais c'est ça. quand on est dans des compulsions alimentaires, enfin, compulsions de sucre, Ouais. mieux vaut éviter tout. Non, c'est vraiment sur le petit plaisir parce que honnêtement, voilà, je reprends le coup dont je parlais tout à l'heure, les fruits rouges. Les fruits rouges, c'était super bon, mais c'est vrai que c'est un petit peu acide et parfois l'acidité. Personnellement, je suis pas fan. Personnellement, je déteste tout ce qui est trop acide et trop amer. Donc, voilà, si je veux prendre des fruits rouges, effectivement, mais ça, c'est un goût personnel. Je vais mettre un petit peu de xylitol pour avoir le goût sucré, mais c'est vraiment du goût personnel. Très bien. Il y a Maxime qui pose une question du point de vue neurophysiologique, donc peut-être qu'il peut y avoir des réponses par rapport à l'auto-hypnose, ce que tu proposes. Donc d'un point de vue neurophysiologique, peut-on comparer l'addiction au sucre et l'addiction au sport? D'un côté, on cherche une forme de récompense pour se détendre, et de l'autre, la souffrance est recherchée pour retrouver à chaque fois le plaisir qui en ressort par l'accomplissement de soi. Totalement. De toute façon, le principe de toutes les addictions, c'est toujours la même chose. Mmh. Globalement, c'est comme je disais, hein, c'est recherche du plaisir, deux, évidemment la douleur. Il faut toujours garder ça en tête. Voilà, quand vous faites quelque chose et vous vous posez la question, mais pourquoi je fais ça? Réfléchissez à qu'est-ce que je cherche à satisfaire et deux, qu'est-ce que je cherche à éviter? Toujours, posez-vous la question. Voilà, par exemple, je dis n'importe quoi, tiens, je peux pas empêcher quand je rentre chez moi, que je pense à mon travail, de manger de la pâte à tartiner. Ok, qu'est-ce que je cherche comme plaisir? Qu'est-ce que je cherche à éviter? Voilà, posez-vous toujours la question. Et ça va éveiller plein de choses. Et après, effectivement, c'est pour ça que je disais que la nature hors du vide, c'est-à-dire que si vous n'avez pas résolu les croyances, les pensées, les émotions, ok, vous supprimez l'addiction au sucre parce que, mettons, on vous dégoûte du sucre par de l'hypnose magique, après, vous allez tomber sur une autre addiction, que ce soit le sport ou autre. Le sport est une énorme addiction. C'est. Comment ça s'appelle là? La bigorexie. Voilà, c'est la bigorexie. C'est l'addiction au sport. Je crois que ça s'appelle comme ça, bigorexie. On va vérifier. Google is my friend. Mais je crois que c'est la bigorexie. Donc, c'est une véritable addiction, en fait, effectivement. Toutes les addictions prennent le chemin de la dopamine, le circuit dopaminergique. Et en plus, effectivement, le sport, ça va produire des endorphines. Donc, il y a le deuxième effet. C'est bien ça, la bigorexie, c'est bien l'addiction au sport, hein, bravo. Voilà. Est-ce que ta méthode est bien axée sucre, mais il y a tout un exercice, plusieurs exercices d'ailleurs, de techniques d'auto-hypnose pour se sortir de ces addictions. Est-ce que ça peut malgré tout avoir en complément, répondre à des addictions au sport, par exemple, pour prendre l'exemple? Oui, alors c'est assez marrant ce que tu dis, parce que moi je me souviens notamment d'un patient, je ne sais plus, non, je crois que c'était pour le tabac. Il était venu pour le tabac, en l'occurrence. Il était donc addict au tabac et il était aussi addict aux jeux en ligne. Et en fait, il m'a expliqué que pendant la séance, à chaque fois que je parlais du tabac, dans sa tête, il disait « et les jeux en ligne ». Et les jeux en ligne. Et en fait, après, il m'a dit non, ça a été super sur le tabac. Et en plus, je vais vous dire, ça m'a aussi guéri de mon addiction aux jeux en ligne. Formidable. Oui, parce qu'en fait, c'est toujours le même mécanisme. Ouais, c'est toujours le même mécanisme. En fait, à partir du moment où on a compris ce que je disais, hein, une pensée crée l'émotion, qui va créer le résultat physique, le comportement, etc. À partir du moment où on a compris le schéma global, j'ai pas prétention de dire que la méthode, elle peut marcher pour toutes les addictions et tout ça, mais je dis que ça peut vous donner des clés pour d'autres addictions. Par exemple, pour l'alcool, ça peut donner des clés. Je dis pas que ça va résoudre forcément un problème d'alcool, mais ça peut donner des clés. Et l'idée, c'est de comprendre. Et c'est pour ça que je trouve cette question est super pertinente, parce qu'en fait, souvent, en thérapie, on va s'axer sur un sujet. Alors que je pense que ce qui est important, c'est de comprendre le concept sous-jacent.
Je vais donner un exemple. Je donnais des cours en fac sur justement l'hypnose dans le cadre de la douleur. Ben, je sais qu'il y avait une de mes élèves qui était diététicienne nutritionniste et elle a repris tous mes protocoles douleur en enlevant douleur et en mettant comportement alimentaire. Mais elle a réutilisé toutes les techniques en fait. Et donc ça marche parce que c'est du concept. Les concepts sont beaucoup plus importants que les techniques elles-mêmes. À partir du moment où vous avez compris le concept de l'auto-hypnose, le concept du mindful eating, le concept du corps-esprit, vous pouvez résoudre énormément de choses. Le sucre, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, voilà, si vous avez d'autres addictions, bah, à la rigueur, tentez vous testez. Oui. Et le tabac est souvent lié au sucre en plus. Donc, ça peut être, oui, là, complètement. De toute façon, ça c'est un autre sujet, mais de croire que l'addiction au tabac, c'est de l'addiction à la nicotine, ça c'est une escroquerie. La nicotine, un webinaire là-dessus, non, je vous fais un petit teasing, hein, mais en tout cas, non, l'addiction au tabac, c'est très clairement montré que c'est beaucoup dû, pas que, hein, beaucoup dû aux additifs sucrés qui sont dans la cigarette. D'accord. D'accord. Donc voilà, donc ça peut être l'occasion de tester, en pratiquant cette méthode pour le sucre, mais d'essayer comme le faisait ton patient, d'inclure le tabac au milieu et voilà, on n'est pas à l'abri de belles surprises. Non, tout à fait. En fait, moi je suis toujours, c'est toujours ma philosophie, toujours, même quand j'expliquais par rapport au biohacking, en fait, l'idée, c'est de prendre ce qui fonctionne et ce qui a été scientifiquement prouvé, et après de tester sur soi. Voilà. L'idée, c'est de tester. En plus, je crois, là, par rapport à la méthode, je ne m'occupe absolument pas de la commercialisation, mais je crois qu'il y a aussi moyen pour les personnes de tester, de se faire rembourser si elles ne sont pas satisfaites ou autre. Donc, je veux dire, voilà, vous prenez aucun risque. Vous testez, vous voyez un peu ce que ça fait sur vous. Testez, il y a que ça de vrai. La seule vérité, c'est la vôtre, hein, de toute façon. L'expérience, toujours. Tout à fait. Je te propose, on va continuer avec quelques questions. Oui, bien sûr. Alors, c'est pas vraiment une question, mais peut-être qu'on peut rebondir sur les enfants. Elodie qui dit que son fils de 12 ans est diabétique de type 1, depuis l'âge de 2 ans, visiblement, sous pompe à insuline aujourd'hui. Il jongle entre hypo et hyperglycémie. Alors, diabète de type 1, c'est un peu particulier, mais si on prend un peu plus large, est-ce que cette méthode, elle pourrait être appliquée pour les enfants? Hors diabète de type 1, parce que c'est très particulier, diabète de type 1. Mais une compulsion alimentaire, alors tu peux répondre aussi sur le diabète de type 1, mais est-ce que le diabète de type 1, sur des enfants en compulsion sucrée, est-ce que la méthode peut être utilisée ou pas? Alors, deux principes. Moi, je pense que les méthodes comme ça doivent être proscrites chez l'enfant. Parce que l'enfant, il est en croissance. Donc, voilà, il est en construction, etc. Bon, maintenant, ok, allez, admettons un ado qui est devant sa série en train de manger des gâteaux. Ouais, ok, on peut tester la méthode. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est d'être toujours prudent, évidemment, par rapport aux enfants. Donc, je dis bien les enfants. Les ados, à la rigueur, ça ne me choque pas que ce soit fait. Concernant, effectivement, les personnes diabétiques, elles vont avoir une gestion du sucre qui est très différente parce que pour eux, la gestion du sucre, ça va être quelque chose de vital. Une personne diabétique, elle peut mourir d'hyperglycémie, mais elle peut aussi mourir d'hypoglycémie. Donc, voilà, moi, une personne diabétique, très clairement, je lui fiche la paix. Voilà, on peut lui enseigner des moyens de réguler, etc. Mais déjà, elle a assez de choses à penser que sa pompe à insuline. Et, moi, je veux pas perturber les personnes, surtout en plus quand c'est un enfant. C'est déjà très compliqué de gérer sa vie au quotidien, donc on ne va pas chercher à l'embêter plus que ça. Oui, sur les diabètes, dès qu'il y a vraiment pathologie avérée, il faut être extrêmement prudent. Mais bon, sur les ados, voilà. Oui, sur les ados, oui. Papa ici, peut-être des compulsions sucrées, voilà, ça peut être aussi à partager avec son adolescent. Parce que c'est vrai qu'à cette période-là de la vie, il peut y avoir des envies extrêmement sucrées, des habitudes avec les copains. Tu parlais du social. Oui, tout à fait. Et après, surtout aussi, le problème chez l'ado, c'est que parfois ça commence à l'adolescence et après ça ne s'arrête plus. Mais souvent, quand ça commence à l'adolescence, c'est que ça a commencé avant, hein, de toute façon. Donc, l'épidémie d'obésité à cause de la junk food. Hier, j'étais à la piscine.
dans une grande piscine avec des toboggans à Paris. J'étais absolument effaré de voir le nombre d'ados en surpoids. Et le nombre d'ados qui sont en surpoids, c'est pas parce qu'ils mangent trop de gras en général, hein, c'est parce qu'ils mangent trop de sucre. Et trop de cochonneries. Oui. Oui. Hélène qui parle du xylitol, oui, ben voilà. Donc, naturellement, Denis vous en a parlé. Alors, Flore te redemande le nom du livre. Donc, il y en a deux. Zéro sucre grâce à l'auto-hypnose. Ça, c'est le livre qui est chez Larousse. Et puis après, c'est sur l'immunité. Ça n'a rien à voir avec le sucre. C'est les secrets d'une bonne immunité. Donc, il y a les secrets d'une bonne immunité, mais pour notre sujet de ce soir sur le sucre, c'est zéro sucre grâce à l'auto-hypnose. Voilà, tout à fait. Ouais, je vais vous le renoter comme ça. En sachant que dedans, je ne parle pas que d'auto-hypnose. Enfin, il n'est pas aussi complet que la formation, mais il y a énormément d'informations dedans. Oui, ça peut être en complément. Et puis, un livre, voilà, il y a l'action de lire. Forcément, là, il y a des enregistrements sonores, il y a le mindful eating, un autre enregistrement. Il y a des enregistrements d'auto-hypnose. On le rappelle pour vraiment agir sur l'inconscient et aller, comme on le disait, sur la cause de la cause pour régler le sujet à la racine, comme tu as parlé, pour pas juste mettre un petit pansement qui peut soulager un temps, mais voilà, qui n'ira pas en profondeur sur la problématique. C'est pour ça que la méthode, elle dure 28 jours. Alors, bon, pourquoi j'ai choisi 28 jours, évidemment, parce que il y a des personnes qui vont dire, ouais, parce que c'est le temps qu'il faut pour créer une habitude. Je rappelle qu'il ne faut pas 28 jours pour créer une habitude ou pour défaire une habitude. Hein. C'est une hérésie scientifique. Mais pourquoi j'ai choisi 28 jours ? Parce qu'il fallait bien quand même fixer une limite. Et que d'expérience, s'il n'y a pas un suivi de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, il y a moins de résultats. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire un cycle. Alors en sachant très bien que si au bout de 28 jours, vous vous dites j'ai encore des compulsions, rien ne vous empêche de recommencer un cycle complet. Si, mettons, ça fonctionne pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et qu'après vous recommencez, rien ne vous empêche de reprendre. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est pas de comprendre que c'est on-off. Ben non, parce qu'il y a votre vie, elle est comme ci, elle est comme ça, il se passe des choses. Voilà, c'est vrai que quand les personnes venaient me voir en cabinet, voilà, elles prenaient rendez-vous quand elles avaient besoin. À partir du moment où vous avez quelque chose qui vous appartient ad vitam aeternam, vous l'utilisez quand vous en avez besoin. C'est un outil, c'est vraiment juste un outil dont vous pouvez profiter, qui est à vous. Donc, profitez-en. Voilà, c'était noté sur 28 jours, voilà, parce qu'il faut bien mettre une limite si je commence à… Parce que, en fait, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais pour changer une habitude en fonction des habitudes et des personnes, ça s'appelle de 16 jours à 250, avec une médiane à 90. Donc, c'est sûr que si je vous crée une méthode en vous disant il faut écouter mes enregistrements pendant 252 jours, je pense que personne va le faire. Donc voilà, ça fallait bien fixer une limite. Donc, j'ai fixé à 28 d'une manière relativement arbitraire. Mais voilà, l'idée, c'est que… Après, par contre, c'est important de comprendre que même si vous arrêtez le sucre dès la première semaine, je vous encourage vraiment quand même à aller jusqu'au bout du process pour pouvoir vraiment engrammer le truc. Oui. Elle recommencer, le reproduire, le réutiliser si nécessaire. Voilà. On garde ça dans son outil. Vous avez une question ? Je sais pas, il y a une question sur le gras. Alors le gras, non, c'est pas des fastes, au contraire, on en a besoin. Comment arrêter de manger du sucre en mode compulsif ? En résolvant ce qui est à l'origine. Donc ça, on pourra avoir toutes les réponses. Faire ça un peu rapidement. La méthode quel impact sur l'équilibre acido-basique ? Trop de sucre, ça peut créer une acidocétose diabétique. Si on cuit, ça c'est fait. Envie de sucre, on en a vu. C'est-à-dire, on a vu. D'un point de vue on a vu mon fénéa, un type de sucre c'est fait. Bon, enfin, globalement, j'ai l'impression qu'on a répondu à peu près à tout. Ouais, on a. Et puis voilà, il y a des demandes de petits exercices d'auto-hypnose pour tester le sucre, pour limiter une technique d'hypnose pour limiter le sucre. Bon, là, elles sont, à moins que tu en aies une. Globalement, parce que c'est pas évident. Enfin, oui, évidemment, on pourrait faire une sorte d'hypnose collective, mais à la rigueur, c'est pas vraiment intéressant parce que. C'est au moment où on a envie de. Ouais, non, je suis sûr que s'il y a une technique à
à garder et à expérimenter en premier, c'est le mindful eating. Voilà. Ce dont tu parlais tout à l'heure avec ce Voilà. café de chocolat qu'on peut observer, Exactement. sentir, laisser Voilà. fondre tout doucement, en Tout à conscience. fait en conscience. Et une fois qu'on a fini, se repose la question, est-ce que oui ou non, j'en veux encore un autre? Si c'est oui, j'en veux encore un autre, et ben je recommence à le prendre en mindful eating. Si c'est non, finalement, je peux m'arrêter là, et ben voilà, c'est cool. Je pense que Oui. c'est le premier truc à faire, c'est Oui. remettre du conscient dans ce qui était inconscient. Ça, c'est la première chose à faire. Et après, on peut réfléchir, on peut chercher des choses plus compliquées. Mais souvent, les personnes, je sais, hein, je veux dire, j'étais comme vous, hein, moi aussi, j'ai toujours cherché les méthodes miracles, le truc super, à commander le comprimé magique qui fait perdre 10 kilos en une semaine, la méthode magique qui permet d'être. On a tous envie de magie, mais voilà, moi je suis pas un bonimenteur, je déteste les bullshit, tu sais. Donc voilà, je vais pas vous inventer des trucs. Donc je vous dis d'abord, vous commencez le mindful eating et si vous dites que c'est pertinent, ben, vous continuez et puis vous voyez pour d'autres choses. Mais c'est déjà un excellent exercice, celui-ci. Voilà. Mais tu m'en avais parlé en fait lors d'un webinaire sur Dynamica et je l'avais essayé cet exercice. Et c'est vrai qu'il est très intéressant et il est surprenant. Quand on a 2-3 nuits pour le goûter, sans trop réfléchir, c'est ce que tu disais. Hein, parfois, on n'est pas forcément devant la télé, mais on peut être en train de travailler et puis voilà, on ingurgite quelque part. Et là, on n'est pas dans l'émotion, on remplit un coup de stress, un coup de fatigue. Et en fait, cette méthode-là, elle est puissante, vraiment. Ah oui, mais de toute façon, enfin, je pense qu'il y a, voilà, c'est pas moi qui les ai inventés, hein, c'est les 4 règles de McKenna. De toute façon, à partir du moment où on suit voilà, ce que j'appelle les 4 règles de McKenna, on ne peut pas être en surpoids. 1, tu manges quand tu as faim. 2, tu arrêtes de manger quand tu n'as plus faim. 3, tu manges ce qui te fait plaisir. 4, tu manges en conscience. Ben, globalement, à partir du moment où tu fais ça, tu ne peux pas être en surpoids. Alors après, effectivement, ce n'est pas forcément simple à faire. Mais c'est des règles de bon sens. Manger quand on a faim, c'est du bon sens. Arrêter de manger quand on n'a plus faim, c'est du bon sens. Se faire plaisir, c'est quand même un des buts de la vie. Et puis manger en conscience, c'est là où on apprécie vraiment les saveurs. Je veux dire, enfin, c'est pas la même chose je vais être très vulgaire, mais de se torcher la gueule que de prendre un super millésime super qu'on va. Évidemment, c'est sûr qu'à 1000 € la bouteille, on n'a peut-être pas envie de le boire à toute vitesse. Voilà. Moi, personnellement, je déteste le vin, mais je reconnais que les personnes qui sont très amateurs de vin, ils vont prendre le temps. Je veux dire, si vous mangez des sucreries comme un expert en grand cru déguste un très bon vin, vous allez apprécier votre sucrerie. Personnellement, j'ai un super chocolatier à côté de chez moi. Parfois, je me prends un rocher, ils ont des rochers pralinés, mais c'est une tuerie. Mais je le mange, mais très lentement, je mets 10 minutes pour le manger, mais c'est le kiff intégral. Mais par contre, j'en ai pour la semaine. Hein, après, mais c'est le kiff intégral. Ouais. Manger lentement, mastiquer, enfin voilà, ça aussi, ça entre dans le processus de l'imitation et d'agir en pleine conscience. Donc, tu nous redis tout ça dans la méthode. Donc, voilà, je vous rappelle qu'il y a plusieurs enregistrements de techniques d'auto-hypnose, des enregistrements spécifiques en cas de surpoids, voilà, enregistrement également sur le mindful eating, 2 livrets, stop sucre et le jeûne alimentation cétogène, voilà, par un expert du sucre. Je le redis, mais c'est la réalité. Avec ce sujet du sucre que tu as travaillé et expérimenté, puisque plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette méthode de stop sucre. Oui, plus de 7000 personnes. Plus de 7000 qui a fait ses preuves. Et puis voilà, cette casquette d'hypnose, tout ce qui est un peu neurosciences avec le biohacking. Et donc voilà, donc il y a tout cet ensemble-là qui est vu de manière holistique, globale, intégrative, de santé corps-esprit, voilà, qui donne les résultats probants de cette méthode. Donc, je vous rappelle qu'elle est à 67 € au lieu de 112, donc avec une réduction de moins 40% jusqu'à dimanche prochain, le dimanche 7 juillet minuit sur la plateforme Bibouda. Donc, vous avez l'offre tout à l'heure qui s'est affichée. Voilà, vous pouvez payer en 2 fois si vous le souhaitez. Donc, voilà, donc on a un bel outil pour essayer de ne plus subir ces compulsions qui peuvent empoisonner la vie si elles deviennent trop présentes. Voilà, alors je vais enlever le mot essayer, hein, mais je vais dire pour réussir pour faire en sorte de.
Je te remercie, c'est vrai. Voilà. Le mot essayer est un mot interdit. Je le note en rouge pour la prochaine fois. Il m'a échappé. Voilà. Je te remercie, Denis, en tout cas, pour tous ces merveilleux conseils, ces précieuses explications que tu nous as partagées ce soir. Je vous remercie à tous pour votre présence, pour vos témoignages, ce que vous avez expérimenté, vos questions qui rendent toujours ces lives vivants. C'est toujours un plaisir de se retrouver lors de ces moments comme ça pour échanger. C'est agréable. Ouais, c'est sympa. Moi, j'aime bien les lives, c'est pour ça. Moi, j'aime bien être en relation avec les personnes. Voilà, parce que l'idée, c'est ça aussi, c'est de pouvoir aider le plus de personnes possible. Enfin, on optimise complètement les choses. Voilà, j'ai eu le plaisir de travailler en cabinet pendant des années. Voilà, maintenant, je fais plus de l'enseignement et ce genre de format. Je forme des personnes aux techniques que moi-même j'ai pratiqué pendant des années. Et c'est vrai, voilà, moi j'aime justement cette idée de transmission. Je suis ravi d'avoir été avec vous. Partagez. Je vous souhaite à tous une merveilleuse soirée, une merveilleuse poursuite de semaine. Voilà. Je me vois déjà en fin de semaine, pas du tout. Une belle semaine à tous, une belle fin de soirée. Et puis voilà, au plaisir de vous retrouver ici, cette plateforme, pour de prochains webinaires. Monique qui nous dit merci à tous les deux. Ah, c'est sympa, merci. Ces sourires sont tellement agréables. Écoutez, on passe des bons moments tous ensemble. Oui, de toute façon, voilà, c'est un peu le principe de ces plateformes. Hein. C'est passer un bon moment et puis apprendre des choses et surtout se faire du bien. C'est vraiment le but. Et si on peut aider, c'est super. On est ravis d'être là, en tout cas. Se nourrir de plusieurs formes et de connaissances et de plaisir. Ça, c'est important, vraiment, le partage et le groupe, l'ensemble et le collectif. C'est formidable. Merci à tous. Daniel qui nous dit merci. Daniela qui te remercie également. Iwona, qui répond à sa question. Écoutez, merci à vous en tout cas d'avoir participé. Encore une fois, une belle soirée et à très bientôt. Bonne soirée, Denis. Merci à toi et à très bientôt. On se revoit dans pas très longtemps sur un autre sujet, je crois. On se revoit très bientôt sur la gestion de la douleur sur Dynamica. Voilà, exactement. Le dossier qui revient toutes les semaines, différents dossiers qui reviennent toutes les semaines. Donc, on a le plaisir de t'avoir régulièrement sur Dynamica où tu nous partages, comme tu l'as fait ce soir, toutes ces informations et ces précieux conseils à nous mettre dans le sac à dos et qui nous accompagnent aussi au quotidien pour aller mieux. Ok, allez, bonne soirée en tout cas. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Allez, bonne soirée, au revoir, merci.